Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Prévost, qui est directeur commercial de Peugeot France. Bonjour Christophe. Bonjour Roland et bonjour à toutes et tous. Pour parler d'un sujet brûlant qui est comment est-ce qu'on affronte la tempête, comment le leadership doit évoluer dans les crises, comment est-ce qu'on dirige ces équipes dans un environnement incertain. Alors, avant de commencer, merci à tous. Vous êtes formidables, comme d'habitude. Vous êtes un peu plus de 200 inscrits. Vous étiez un peu plus de 200 inscrits la semaine dernière pour accueillir Pierre Delbé. On a parlé d'Aristote et du management. Il nous a parlé d'amitié, des 3 niveaux d'amitié, du kalos kagatos, d'excellence, de prudence, des émeutes de 1848. Et il nous a laissé avec cette magnifique citation qui est inscrite au frontispice du Palais de Chaillot, qui est de Paul Valéry. « Dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir. » Alors les amis, n'entrez pas sans désir dans cette masterclass avec Christophe. On a plein de choses à découvrir. Alors les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'excellence commerciale qui permet d'automatiser le calcul des salaires variables, qui permet d'équiper les managers dans leur rôle de coach et qui permet de renforcer les partages de bonnes pratiques au sein de l'organisation. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi variés que la banque, le retail ou l'industrie. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une présentation. Christophe, Anouk, est-ce que tu peux nous faire un portrait de notre invité du jour? Avec plaisir. Christophe Prévost, vous avez étudié à Grenoble École de Management, puis à l'ESSEC. Le secteur de l'automobile était véritablement une vocation puisque vous avez commencé votre carrière chez PSA en 1992. Vous avez eu divers postes opérationnels et stratégiques dans l'entreprise. Vous avez commencé comme marketing manager. Après une période de 13 ans dans les activités retail, notamment à Bordeaux, vous venez de 2011 à 2013 directeur régional à Lyon pour Peugeot France. De 2013 à 2015, vous occupez la fonction de directeur du réseau France Peugeot pour PSA Retail. En 2015, vous êtes nommé directeur de la filiale PSA au Japon, où vous commencez la marque DS. En 2021, vous êtes nommé directeur commercial de Peugeot France, alors que vous occupiez jusqu'à présent la direction de la plaque ibérique. Partout où vous êtes allé, vous avez contribué aux bons résultats du groupe, et même lors de la crise du Covid, qui s'est révélée être relativement complexe pour le secteur automobile global. En parallèle de votre carrière, vous avez créé une résidence de tourisme en montagne dans les Hautes-Alpes qui s'appelle Résivacances. Et pour parler de vous un peu plus personnellement, vous êtes un grand passionné de rugby et un grand passionné de vin qui concerne par exemple la technique, la production, l'affect qui se cache derrière le produit, les valeurs du terroir. Donc voilà, Christophe Prévost, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors effectivement, on a beaucoup de plaisir, on a eu beaucoup de plaisir à préparer et beaucoup de plaisir à te recevoir. On va commencer par ton amour du rugby. Tu as développé un partenariat avec le Stade Toulousain et développé une vraie amitié avec Didier Lacroix. Tu nous as dit lors de la préparation, finalement, chez Peugeot, on est des sportifs de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous commenter? Oui, effectivement, ça a été une occasion pour illustrer avec Didier Lacroix de faire un petit brief d'avant-match lors de l'annonce à notre réseau du lancement de la nouvelle 308 en octobre dernier. Et les parallèles entre la gestion d'un club de rugby aussi prestigieux que le Stade Toulousain et une marque comme Peugeot sont multiples. Un exemple, le banc de touche, la formation qui est absolument essentielle pour qu'un club de rugby réussisse à renouveler les générations. On est exactement dans la même logique avec nos plans d'apprentissage où on a en permanence besoin avec nos équipes de terrain d'avoir des jeunes qui arrivent, qui se forment. Et puis finalement, l'apprentissage, c'est une manière aussi d'inculquer de manière évidente les valeurs d'une marque, qu'il s'agisse d'une marque comme le Stade Toulousain ou d'une marque comme Peugeot. Alors quand on aborde ces phases complexes de la crise qu'on a connue, peut-être que tu peux nous retracer où est-ce que tu étais au début de la crise. Tu étais encore au Japon au moment où la crise a éclaté, ou tu étais déjà de retour en France? Non, j'étais en Espagne.
C'était en Espagne. J'ai vécu effectivement janvier-février 2020 en Espagne, les 2 seuls mois sans confinement, et puis le reste avec un confinement extrêmement sévère et un impact économique extrêmement critique pour l'Espagne. Je m'occupais aussi du Portugal. Et alors, quelles sont les premières décisions que tu as prises dans ton leadership, dans la gestion de ton comité de direction, quelles sont les habitudes qui ont changé, qui se sont transformées au moment où la crise est arrivée? Eh bien, on avait la chance d'être hébergé à l'intérieur d'une usine avec un médecin. Et en fait, on a mis en place un meeting quotidien, sachant qu'on était sur des meetings à distance évidemment, et de sorte qu'on puisse donner dans ce climat qui était très anxiogène au départ. On ne savait pas du tout où on allait, les informations étaient diverses et à aucun moment sous contrôle finalement. La présence d'un médecin a permis chaque jour, on avait fait ce meeting qui était vraiment un meeting d'échange, sans ordre du jour, parce qu'il fallait que les gens s'expriment, mais toujours avec cette caution finalement médicale où le médecin, qui était très… quand on échangeait ensemble, je lui demandais, mais surtout ne nous dis pas que tu sais, si tu ne sais pas, je préfère que tu dises à notre équipe, tu ne sais pas, mais on avance, mais voilà les signes qui montrent que, etc. Et finalement, ça a permis à tout le monde de prendre des infos au même moment, au même endroit, de les transcrire ensuite à leurs équipes et finalement de libérer la parole, sachant que c'est une équipe avec laquelle je n'avais travaillé que 2 mois. Et donc, c'était extrêmement important qu'on ait ce point quotidien d'une demi-heure totalement ouvert pour qu'on atténue ce côté anxiogène qui était forcément inhérent au démarrage. Et on avait décidé, je leur avais proposé, on n'aborde pas du tout de sujets professionnels. Les sujets professionnels, on a d'autres instances et d'autres gouvernances pour le faire. Donc une grande place laissée à la gestion des émotions finalement. Exactement. Comment est-ce qu'on manage son codir différemment dans cette période? Alors pour moi, le plus important, c'est que le CODIR adhère au principe qu'on est dans un mode chaotique. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en train de se raconter des histoires sur demain ça ira beaucoup mieux, d'être très lucide, évidemment d'envisager que la sortie de crise existe, mais qu'on n'en connaisse pas l'échéance. Et ça permet de se mettre dans un état d'esprit finalement de veille, une sorte de mise en tension positive sur je prends des options, je prends des directions, des décisions, mais finalement, je me mets tout de suite dans l'état d'esprit de pouvoir changer, de pouvoir les faire évoluer, parce que les circonstances externes feront que de toute façon, je serai obligé de le faire. Donc, autant me mettre aujourd'hui dans une attitude qui me permet d'installer une sorte d'agilité sur des décisions qui sont prises, qui est dans un monde finalement comme le nôtre, qui est un monde très industriel, donc de planification, un effort considérable. On travaille nos plans à 1 an, à 6 mois, à 3 mois, et ils sont robustes dans notre culture. Et là, d'un coup d'un seul, ils ne le sont plus. Et voilà, la première chose, c'est vraiment cette acceptation du mode chaotique. Dans l'autre mode de gestion, c'est vraiment d'expliquer les enjeux. Il y a des décisions qui sont forcément des décisions en rupture dues à ces changements multiples. Faut toujours, et j'ai toujours veillé à expliquer les enjeux, pourquoi on le faisait, c'est quoi les enjeux pour l'entreprise, pour eux, pour leurs équipes, de sorte que on ait une certaine forme d'honnêteté sur des décisions qui sont des décisions parfois assez difficiles. Et puis le troisième point, c'est bien donner des perspectives. On reste dans un monde automobile où le produit est absolument prégnant, il est généralement ancré dans chacun d'entre nous comme passionnel. Et donc, chaque occasion qui permet de donner perspective, voilà, dans 1 an, on aura ce nouveau modèle, ce nouveau produit, cette nouvelle technologie, c'est très important justement pour se projeter en dehors de ces périodes chaotiques. Donc voilà, accepter le chaos, expliquer les enjeux et donner des perspectives. Si j'avais à résumer, ce serait à peu près ça dans le mode de gestion du CODIR.
Alors, tu avais au Japon rencontré une situation qui n'était pas une situation de crise, mais qui était une situation où Peugeot connaissait des difficultés sur le territoire japonais quand tu es arrivé. Est-ce que tu peux nous parler de ton aventure japonaise et comment tu as renversé finalement la situation pour repositionner Peugeot comme une marque de luxe française auprès de la population japonaise? Ouais, c'est effectivement une expérience absolument passionnante. Et en fait, alors rapidement, les raisons pour lesquelles c'est Peugeot et Citroën, on a deux marques au Japon et on avait deux marques à cette période-là, en fait, étaient tombées pratiquement en désuétude et sur le point de disparaître, tout simplement parce qu'on gérait nos marques comme des marques japonaises. Donc, on est petit, on agit petit. Et on perd confiance dans nos marques, dans nos capacités. Et ce que j'ai essayé de faire en arrivant immédiatement, c'est finalement valoriser l'expérience que j'avais eue en France, en Europe, pour expliquer, certes, au Japon, nos marques sont petites, mais ce sont des acteurs majeurs et reconnus par des millions de clients en Europe. Par conséquent, agissons à la hauteur de ce que sont ces marques et pas à la hauteur des résultats qui sont aujourd'hui les nôtres au Japon. Et ça, c'était un effort permanent, donc des voyages en Europe pour faire découvrir les produits, pour faire découvrir aussi la distribution en France, leur faire rencontrer leurs alter ego pour qu'ils voient un petit peu dans quel état d'esprit on travaillait. Clairement, le fait d'être français a apporté un plus et un surcroît de confiance. Et petit à petit, cette fierté de porter les marques, la confiance est revenue dans les équipes pour petit à petit réinstaller une croissance extrêmement rentable qui nous a permis aussi de lancer la marque DS un petit peu plus tard. En agissant sur et finalement ce qui provoque une étincelle chez les clients japonais, ce côté français, luxueux, le design, la technologie qui est le minimum requis pour entrer sur le marché, on l'avait et on l'a encore. Mais c'est surtout cette attitude évidemment, on est dans une culture qui est pas la nôtre, donc elle est à respecter comme toutes les cultures. Mais on n'est pas soumis à une culture locale qui finalement nous amènerait à ne pas exister au Japon. Voilà, c'est cet équilibre qu'on a essayé avec mes équipes d'avoir entre respect et ne surtout pas confondre avec soumission et avoir confiance. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre redresser une situation compliquée au Japon dans une culture différente et aborder une crise où il y a des transformations culturelles majeures avec les collaborateurs? Est-ce qu'il y a des parallèles intéressants à faire entre les deux situations? Alors, finalement, au Japon, il y a une sorte de crise permanente avec les tremblements de terre, avec les typhons. C'est une culture qui est habituée au chaos. Une ville comme Tokyo a été détruite intégralement deux fois au XXe siècle et c'est toujours redressé avec bonheur. Donc il y a cette culture de résistance aux crises, de rebond et de reconstruction. Donc je dirais que c'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus facile culturellement d'avoir des équipes qui sont dans cet état d'esprit que des équipes en Europe où finalement on est habitué à des crises, les crises terrorisme, etc. Mais nos générations sont évidemment moins habituées au chaos qu'on peut rencontrer au Japon. Je dirais que voilà, le démarrage est un peu différent, on n'est pas exactement configuré de la même manière. En revanche, derrière, les ressorts pour faire face à la crise sont les mêmes. Si possible, garder son calme, rester factuel, travailler en équipe et puis ce que je disais, accepter cette situation et expliquer les enjeux et donner des perspectives. Tout ça finalement, ça fonctionne. C'est, je pense, interculturel. Je me suis occupé de la Corée, j'ai vécu ça en Espagne. Et finalement, à chaque fois, c'est la même chose qui ressort à la fin.
la crise qu'on a traversée a donné lieu à des ventes qui ont chuté brutalement. Et donc, toutes les équipes commerciales, alors les équipes commerciales de Peugeot, mais également les équipes commerciales des partenaires, des investisseurs concessionnaires, tout d'un coup voient leurs variables s'effondrer. Comment est-ce que on motive une équipe commerciale dans un environnement aussi bousculé que celui qu'a été l'automobile ces 2 dernières années? Alors, c'est un sujet sur lequel on n'a jamais de réponse définitive parce qu'effectivement, on change totalement de paradigme où une chaîne de fabrication est totalement affectée et voire parfois arrêtée par manque de composants, par des difficultés de transport, par un manque de matières premières parfois aussi. Et effectivement, notre réseau est un réseau qui est rémunéré sur la base des véhicules qui sont livrés aux clients. Ça, c'est tout à fait normal, c'est le moment où le cash rentre dans les comptes. En revanche, puisque cette partie est aujourd'hui beaucoup moins sous contrôle, la part laissée au commerce, c'est-à-dire à la recherche de commandes, donc de générer du business finalement qu'on livrera quand on pourra, c'est un petit peu ça, et est un mode sur lequel on est rentré finalement assez vite. Certains distributeurs sont rentrés très vite sur le sujet, d'autres un petit peu moins. Donc notre incitation a fait en sorte que les modes d'animation qu'on a trouvés avec notre réseau sont beaucoup plus orientés aujourd'hui sur la prise de commande aux clients finaux que sur la livraison elle-même. La livraison reste à optimiser, la gestion des stocks, etc. Donc ça, c'est une partie qui est absolument consubstantielle de la pérennité d'une entreprise pour générer des entrées de cash. En revanche, générer du business pour le futur reste encore notre fonds de commerce le plus important aujourd'hui. Donc c'est rapprocher finalement les incentives, les modes de rémunération de l'acte de vente lui-même plutôt que de la livraison, c'est ça? Pour compenser les délais entre les deux. Voilà, de l'acte de commande, absolument. Ok. Dans cette période qu'on a connue, quel a été le rôle? On dit que le management intermédiaire joue un rôle clé dans les transformations. Quel a été le rôle spécifique que le management intermédiaire chez Peugeot a joué et comment ce rôle s'est transformé avec ces 2 ans? Alors, effectivement, on a un rôle intermédiaire dans nos équipes avec des directeurs de région, donc qui ont un rôle absolument clé. Pourquoi? Parce qu'ils sont très ancrés localement, plus que je ne peux l'être. C'est un métier que j'ai fait, donc je sais qu'on est très proche de nos distributeurs étant le partenaire qui permet à l'entreprise de générer son activité. Donc en quoi ça a changé? Je pense qu'il y a le plus changé, c'est que dans ces périodes, on a encore plus besoin d'expertise et de proximité. Expertise, pourquoi? Parce que il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas se diluer en voulant gérer des problèmes d'ordre 2 quand la maison brûle. Et les professionnels experts sont encore les meilleurs pour détecter quels sont les leviers sur lesquels il faut agir tout de suite, plutôt que de se perdre en levier secondaire. Et puis de proximité, parce que là aussi, on a du management intermédiaire dans les concessions automobiles, qui sont les managers d'équipes commerciales, les managers de nos ateliers, etc. Et il faut être extrêmement proche parce que eux sont en première ligne. Ils ont à gérer des délais clients qu'on arrive plus ou moins à tenir. Ils ont à gérer justement la gestion de leurs équipes pour pas faire en sorte que cette période crée une saignée de commerciaux qui partiraient écœurés du métier. Et donc voilà, on a différents niveaux de management intermédiaire, mais je suis assez d'accord pour dire que ce sont eux vraiment le ciment quand les choses sont aussi compliquées. Donc de l'expertise et de la proximité nous permet de tenir dans cette période très complexe.
et de prendre des décisions plus rapidement basées sur cette expérience et ces intuitions qui permettent de court-circuiter finalement des schémas d'analyse classiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Probablement cette période beaucoup plus d'écoute sur, voilà, on a décidé de faire une opération commerciale, on la déploie, mais si on récolte plus d'informations en disant, mais est-ce qu'on était dans la bonne direction? Oui, non, et ça nous permet de rectifier. Encore une fois, d'accepter de toujours être dans le mouvement avant pour faire des choses, pour tenter des choses, et puis accepter que parfois on se soit trompé. On n'ait pas agi sur les leviers les plus importants, les plus efficaces du moment. Oui. Garder le mouvement, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les masterclass avec les directeurs commerciaux avec lesquels on travaille. Garder le mouvement pendant la crise. Tu parlais pendant notre préparation de planification, replanification, replanification, quand bien même il y avait très peu de visibilité et qu'on a l'impression d'être dans un brouillard quasi complet. Cette dynamique finalement du mouvement, elle est importante? Elle est absolument clé. En Espagne, finalement, si j'avais une erreur à retenir sur le premier mois de confinement, c'est d'avoir finalement retiré la notion d'objectif, parce que on reste des métiers extrêmement connectés à la réalisation d'un objectif. Et pour reprendre l'analogie avec le sport de haut niveau, Didier Lacroix me disait que pendant le confinement, il avait fourni à l'ensemble de ses joueurs de quoi s'entraîner chez eux, appareil de musculation, entraîneur, etc. Et nous, finalement, alors on n'a pas arrêté la formation, on l'a même amplifiée, mais on a un petit peu laissé la notion d'objectif de côté, ce qui était une erreur, sachant que la notion d'objectif, évidemment, n'était pas un objectif de livraison, tout ça, mais un objectif, on peut le trouver sur différents leviers, et finalement, quand on a connu à nouveau des confinements, on n'a plus du tout agi de la même manière, et je me suis toujours forcé à avoir voilà, un niveau d'objectif qui permette à tout le monde de rester effectivement dans ce mouvement, dans ce stress positif, d'avoir quelque chose à atteindre et un but à obtenir. Et alors, quel type d'objectif on peut donner à ces équipes, notamment ces équipes commerciales, quand tout est bloqué, que les usines ne tournent plus? On a toujours un objectif lié à des prises de commandes par Internet. Hein. C'est quelque chose qu'on peut, confinement ou pas confinement, qu'on a continué à faire, voire à amplifier, qu'on amplifie encore aujourd'hui. Donc ça peut être, c'est un des objectifs qu'on a fixé ensuite. Et puis après, des objectifs de formation avec des petits challenges sur celle qui va obtenir les meilleurs scores sur une formation. Ça, c'est également un type d'objectif qui permet à tout le monde de rester totalement focus sur son métier et son rôle. De toute façon, enfin, dans ces périodes, il n'y a rien de pire que de s'arrêter en même temps que le marché s'arrête. Parce que derrière, quand on va réaccélérer, on n'aura plus de muscle. On n'aura plus de muscle, et c'est ce qui nous est arrivé. Il y a quelques concessionnaires qui ont pris une option radicale de totalement fermer, donc avec des équipes à domicile pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et on a très bien vu à la reprise qu'ils avaient eu un mal absolument dingue à reprendre le rythme de haut niveau qui a été celui du déconfinement version 1. Très intéressant cette notion de maintenir les muscles actifs. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est aussi, tu le mentionnais dans le rugby, là, quand quelqu'un est malade, il continue à s'entraîner malgré s'il a une cheville qui est foulée, il va entraîner tout le reste de son corps. Voilà, les médecins, exactement, les médecins, les ostéos ont des programmes qui sont prévus pour des sportifs comme ça qui ont un pépin. Ils peuvent tout à fait s'entraîner sur des parties qui sont pas affectées. Donc c'est exactement les protocoles qui sont en place. Très intéressant. Aux États-Unis, il y a une étude de McKinsey en 2021 qui estime que 41% des employés envisagent de quitter leur entreprise sous 6 mois. Ils ont même mis un mot sur ce phénomène de Big Resignation. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe dans l'automobile et quelles sont les mesures que collectivement l'industrie ou que vous avez pris pour contrecarrer cette remise en cause qui a concerné beaucoup de collaborateurs dans beaucoup d'industries différentes?
Alors, on a trois phénomènes là, trois vagues en fait de sujets qui ont créé les conditions qu'on ait aussi une transformation de nos équipes. Le premier, c'est évidemment le Covid, où certains conseillers commerciaux n'ont pas résisté et ont souhaité changer pour faire tout à fait autre chose. On a ensuite eu le chaos des semi-conducteurs, qui a fait en sorte qu'effectivement, il a fallu gérer beaucoup de problèmes de retard de livraison et certains n'ont pas tenu. Et le troisième, qui est cette fois-ci beaucoup plus structurel, qui est la transition énergétique. Et parfois, ces trois phénomènes ont créé des moments de rupture chez les individus qui ont choisi de changer totalement de secteur, sans passer d'une marque à une autre, mais qui ont complètement changé de secteur. Est-ce que c'est massif? Non. Est-ce que c'est plus important qu'avant? Oui. Ça signifie aussi qu'on doit, dans ces périodes de toute façon de profonde transition, on sait très bien que les profils vont évoluer. Et ça, c'est inévitable et il faut l'accepter. Ceux qui souhaitent rester, évidemment, on les accompagne. La formation est essentielle sur la transition énergétique. Le produit lui seul n'est pas suffisant. Il faut tout l'environnement du type de recharge, les câbles qu'il faut prendre, l'explication à donner aux clients, etc. Donc c'est toute une transformation aussi de nos argumentaires et de nos compétences qui est remis en cause. Donc ça, on doit donner des armes à toutes nos équipes pour être extrêmement affûtés sur ces sujets. Et puis ensuite, il y a quand même une chose qui est importante, on est tous attachés à une marque. Il y a de l'affect là-dedans. On est de passage pour nourrir la marque au fil des années. Et on a quand même un attachement à renforcer entre les équipes qui travaillent pour une marque et la marque elle-même. Donc on essaye de faire des rencontres le plus souvent. On organise par exemple chaque mois une visio complète avec toutes nos équipes commerciales. Donc c'est plus de 1000 personnes en France, pour les informer et les écouter justement sur la transition énergétique. Donc on a fait 3 séminaires de ce type cette année, qui durent 45 minutes avec 20 minutes de présentation, très simple, on va droit à l'essentiel. On a un thème et puis le reste, c'est des questions-réponses et ça permet à beaucoup de monde de se sentir beaucoup plus à l'aise, d'écouter ce qui se passe. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est un peu la même idée derrière, de se dire finalement, regardons les sujets ensemble, alignons notre niveau de connaissance. Et ça nous donne beaucoup plus de confiance pour avancer. Ça, je pense qu'en matière de rétention de nos, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais rétention de nos équipes, c'est absolument essentiel. Est-ce que ces 2 ans ont transformé la manière de manager, top-down, bottom-up, co-construction, lean management, quelles grandes évolutions tu vois dans le style et les modes de management, les modes de leadership? Alors, nous, vis-à-vis du réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je peux revenir dessus, ce niveau d'expertise de nos équipes pour parler aux équipes terrain et cette proximité. Donc, ça, je disais que ça existait déjà, mais c'est probablement encore plus amplifié avec la crise. Ensuite, le management de nous, en tant que marque, vis-à-vis d'un groupe industriel comme Stellantis, ça a changé. Alors, c'est vrai que Stellantis, c'est une entité qui a simplement une année, donc il y a plein de choses qui se mettent en place, l'intégration d'équipes, du management beaucoup plus transversal qu'on ne l'avait précédemment. Et donc là, ça nous demande de l'adaptation pour, là aussi, ne pas s'enfermer dans une technostructure, mais bien aller à l'essentiel. Donc, c'est ce travail top-down qui est vraiment qui sont des itérations permanentes pour construire des organisations qui sont des organisations au service de la performance, au service de l'efficience sur le terrain. Quelques exemples, on parlait de la transition énergétique, mais il est évident que
quand les équipes qui sont en charge du développement des produits électriques ont besoin d'informations, on est en permanence à leur contact et ils nous posent beaucoup de questions pour qu'on ait justement ce mouvement d'amélioration continue entre nous qui connaissons plus le terrain et le besoin des clients et eux qui sont dans la partie plutôt technique, technologique, pour que les deux se complètent parfaitement. Pour finir cet entretien, on a deux questions traditionnelles avec nos intervenants. La première, c'est quelle est ta plus belle expérience de management? Sans aucun doute, l'expérience japonaise. Quand je voyais le niveau de réticence, de résistance des équipes japonaises lorsque je suis arrivé le 4 avril 2015 et le départ du Japon quasiment 5 ans après, ouais, je me dis que c'est une belle expérience parce que nos managers japonais n'avaient pas du tout confiance sur la capacité à créer ce changement radical de business model au Japon. Donc ça, c'est finalement, quand on regarde dans les rétroviseurs une carrière, c'est du moins mon cas, c'est les expériences humaines qui comptent le plus. Et d'avoir pris une équipe qui pensait aller à un niveau et puis l'avoir amené à un niveau au-dessus, je pense que ça, c'est finalement pour moi un gros driver de confiance et de reconnaissance vis-à-vis des équipes qui ont accepté finalement de se laisser conduire dans une direction où ils ne pensaient pas et un niveau où elles ne pensaient pas pouvoir aller. On retrouve les analogies avec Pierre Lacroix et le rugby. C'est pareil. Et dernière question, une citation qui t'inspire? Alors, il y en a une, quand on demande citation, on en a plein en tête, mais il y en a une qui me plaît beaucoup, qui dit donc le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est un certain Winston Churchill qui a dit ça. Et écoutez, l'actualité, qu'il s'agisse des crises sanitaires, industrielles qu'on connaît, ou malheureusement plus récemment crise guerre en Ukraine, finalement donne beaucoup de sens, je crois, à cette phrase aujourd'hui. Alors, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est le courage de continuer qui compte. Et bien sur ces mots, un immense merci pour cet entretien passionnant, Christophe. Merci Roland. On est ravis de te garder si tu as encore 15 minutes pour les questions de nos auditeurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Anouk va nous les partager. Anouk, est-ce qu'on a déjà des questions de notre... Alors oui, on a quelques questions. Quel est le rôle du manager intermédiaire dans la crise? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Pour moi, c'est ce rôle, sachant que le management intermédiaire pour nous à deux niveaux, c'est nous vis-à-vis de notre réseau de distribution, et là on a à la fois de l'expertise et de la proximité à avoir encore de manière plus prégnante sur ces périodes de crise. Donc c'est forcément des profils professionnels beaucoup plus experts et des gens qui finalement ont fait le métier de ceux avec lesquels ils sont en contact. C'est du moins les profils qui, pour moi, aujourd'hui, sont les plus résilients dans ce genre de crise. Et puis ensuite, le management intermédiaire qui est plutôt vers l'amont de l'entreprise, entre l'industrie et nous, qui doit jouer un rôle d'écoute et d'itération permanente entre les attentes clients et la partie R&D et industrielle, notamment en période de très forte transition énergétique telle qu'on la vit aujourd'hui. Alors, est-ce que le profil de vos vendeurs automobiles va changer avec la transformation de la voiture dans l'imaginaire qu'elle pourrait avoir pour l'utilisateur? Oui, absolument. Elle change parce que le véhicule qui va devenir électrique, hydrogène, bref, très différent de ce qu'il était il y a encore 2 ans, va rendre la mobilité beaucoup plus importante. Un exemple à citer, quand j'ai quitté
la France en 2015, il y avait à peu près un client en particulier sur 7 qui louait son véhicule. Aujourd'hui, c'est plus d'un pour deux. Donc ça montre bien que l'approche automobile des clients eux-mêmes a changé et le phénomène d'électrification est en train encore d'accélérer tout ça. Donc forcément, les attentes changent, les produits changent, beaucoup plus besoin de services. Donc derrière, ça signifie des expériences des clients avec des vendeurs qui vont évoluer et donc des profils vendeurs qui vont forcément devoir évoluer et qui évoluent. Je disais tout à l'heure, beaucoup plus de formations qui sont des formations qui n'ont rien à voir avec le produit automobile. Donc forcément, on perd une partie des vendeurs qui ne sont pas prêts à franchir ce pas, mais aussi beaucoup plus accompagner le client sur les services associés, les bornes de recharge, comment planifier un trajet, par exemple, comment faire installer une borne à son domicile. Donc beaucoup plus de conseils, d'accompagnement, beaucoup plus aussi de capacité à traiter des opportunités via des demandes en ligne. Donc ça aussi, c'est un profil, des questions multiples aujourd'hui. Est-ce qu'on confie ça à des équipes qui sont dans nos structures pour faire du digital, ou est-ce qu'on dédie des équipes pour ne faire que ça et traiter la partie digitale? Il n'y a pas forcément de religion sur le sujet, on avance. Mais oui, évidemment, dans ce contexte, les profils sont en train de changer et on a de nouveaux métiers aussi qui apparaissent comme fondamentaux, ce qu'on appelle chez nous les test drive genius, donc des personnes qui vraiment sont dédiées à une expérience d'essai avec nos clients, prennent de plus en plus d'importance pour expliquer la bonne utilisation d'un véhicule électrique, pour optimiser son autonomie par exemple, ou pour gérer ses recharges, les conseillers livraison, parce que livrer un véhicule aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à expliquer et finalement un conseiller commercial n'est pas forcément le plus à même de passer 3/4 d'heure, 1 heure avec un client pour lui expliquer tout ça. Donc il y a à la fois une concentration finalement du métier de commercial vers des métiers de conseil, toujours liés à un objectif, toujours liés à l'envie de concrétiser des ventes, mais des métiers annexes qui sont des métiers qui deviennent aujourd'hui des métiers pratiquement aussi importants pour rassurer les clients. Est-ce que vos formations, notamment l'ESSEC, il me semble, ont été utiles dans votre carrière? Est-ce que la formation du type, pardon, je n'ai pas entendu le… École de commerce, ESSEC. Oui. Grenoble École de Management. Oui, énormément, parce que c'est des formations qui sont des formations plutôt généralistes où on touche à beaucoup de sujets, de la gestion analytique jusqu'au commerce, à la stratégie, la géopolitique, et finalement, je m'aperçois que c'est autant de cartes qui sont à disposition pour être agile et pouvoir traiter tous ces sujets avec un minimum de socle de formation. Merci Christophe pour ce témoignage. Le rôle des distributeurs va changer pour se diriger vers un rôle d'agent. Comment gérer ce nouveau business model entre la marque et les concessions? C'est un sujet qui est en cours, donc je ne vais pas pouvoir trop dévoiler là où on en est, mais effectivement, on est sur une évolution, une transition vers un modèle un petit peu différent, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qui s'adapte aussi d'abord à des contraintes qui sont des contraintes juridiques, mais au-delà de ça, à des attentes clients et un type d'offre attendue qui est en nette évolution. Donc forcément, ça exige qu'on ait un mode de distribution qui s'y adapte. La distribution reste dans l'automobile, qui est un produit particulier absolument clé dans nos business. Donc, on a une évolution et on s'appuie toujours sur un réseau de distribution fort, qui est une énorme force pour nous aujourd'hui et qui nous permet de résister dans ces périodes difficiles et qu'on est en train de faire évoluer avec nos distributeurs. Tout ce qu'on est en train de construire comme modèle futur se fait avec nos distributeurs et ils contribuent à créer avec nous le modèle de demain. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Les incentives ont été modifiés pendant la période de la crise. Ont-ils été conservés post-crise ou remplacés par d'autres et lesquels? Le sujet, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise.
Le sujet, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc, on confirme ce qu'on a mis en place l'année dernière. Beaucoup plus d'animation basée sur les commandes que sur les livraisons, même si on conserve évidemment les livraisons comme un point extrêmement important et vital, et toujours et encore à optimiser. Donc on est bien toujours on est dans une période de crise qui est encore extrêmement sévère pour l'automobile. Dans ce contexte de digitalisation de la relation commerciale, quel est l'avenir de la concession? Il est complémentaire pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de clients ont encore des doutes à lever, ou encore des hésitations sur finalement est-ce que un véhicule électrique par exemple est un véhicule qui me convient, etc. Donc on a toujours ce rôle complémentaire qui parfois va donner lieu à une commande qui se fait par Internet à 100%, accompagnée par une personne, et puis ensuite une livraison qui se fera en concession ou éventuellement à domicile, mais toujours avec une prestation de service pour bien expliquer l'utilisation du véhicule. Et puis il y a des modèles qui sont des modèles un peu digitaux qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, où des clients entament toute une partie de leur parcours sur Internet. Finalement, la partie parfois la moins agréable, les saisies de coordonnées, tout l'administratif, les premières élaborations de configuration de véhicules, et puis à un certain moment souhaitent avoir physiquement la certitude que la couleur qu'ils ont choisie est la couleur qui leur convient, d'avoir la certitude aussi qu'un mariage entre un garnissage intérieur et une couleur fonctionne, qu'une option est finalement nécessaire, et à ce stade, un échange en concession avec un conseiller commercial, enfin un conseiller tout court, permet généralement de lever les doutes. Donc on a beaucoup de complémentarité qui est en train de s'installer entre les deux. Comment développer l'agilité dans ces équipes? Pour moi, l'essentiel, c'est d'accepter la situation, ce que je disais tout à l'heure, accepter qu'on soit dans une situation où on ne contrôle pas tout, et donc de s'apprêter à élaborer des scénarios qui sont des scénarios alternatifs, et le cas échéant, des scénarios qu'on n'avait pas imaginés. Donc pour l'agilité, finalement, à mon avis, il n'y a rien de tel que le partage. Parce que quand on est seul face à une situation totalement inconnue et soudaine, on est parfois un peu démuni. Si on est dans une idée de partage, et si de notre côté on facilite ce partage, l'exemple que je citais tout à l'heure sur nos points mensuels avec toutes nos équipes sur l'électrification, ça permet tout de suite d'identifier, voilà, en fonction de cette situation que j'avais pas prévue, je sais que d'autres mettent en place ce type d'action. Vite, moi je vais essayer de les mettre en œuvre aussi. C'est un petit peu ce qu'on a connu, pour reprendre la première question, quand on est passé à une animation plutôt incentive commande, incentive livraison, où certains étaient persuadés que c'était ce qu'il fallait pas faire, et puis au bout de 3 mois, ils se sont rendus à l'évidence que d'autres le faisaient et arrivaient à beaucoup mieux s'en sortir et à mieux retenir leurs équipes. Voilà, c'est typiquement, il faut, dans ces périodes, l'agilité, c'est forcément une agilité d'abord intellectuelle, l'acceptation qu'on n'a pas la science infuse, et être capable d'accepter que d'autres aient eu des idées qui fonctionnent et qu'on peut reprendre à son compte. Peut-être une dernière question, Anouk? Je n'en ai plus. Eh ben, merveilleux. Mais Christophe, un immense merci. On a quelques idées bonus, hein, alors les idées bonus, entreprise, une affaire de cœur d'Hubert Joly, qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines pour son livre L'entreprise, une affaire de cœur, l'histoire extraordinaire du redressement de Best Buy, hein, qui est le leader mondial de l'électronique grand public, le Fnac Darty américain, qu'il a repris en quasi faillite en 2012 et qu'il a remonté de façon spectaculaire. Voilà, n'hésitez pas à acheter, à vous précipiter sur le livre ou à retrouver la masterclass avec Hubert Joly sur notre chaîne YouTube.
13 jours, absolument passionnant, cette gestion de la crise. Et puis un TED Talk, How to Lead in Crisis, que vous pourrez retrouver sur le lien que on vous a indiqué dans la présentation. Alors juste une dernière petite chose, parce que j'avais réfléchi aussi à et finalement quelles sont les lectures qui m'avaient un peu d'une certaine manière façonné. Oui. Et je suis revenu sur un truc des années 80. Désolé, c'est déjà un petit peu ancien, mais qui était un bouquin de Foster qui disait Innovation, avantage à l'attaquant, qui était un bouquin absolument formidable sur l'explication. Et finalement, attention, soyons en tant qu'entreprise leader extrêmement conscient du fait que il faut être vigilant sur l'arrivée de nouvelles technologies en rupture, vigilant, ne voulant pas dire figé évidemment, mais toujours en alerte. Et je crois que ça peut faire écho, y compris dans l'automobile, avec l'arrivée de l'électrique et de Tesla, par exemple, hein, pour les nommer, où évidemment, ça doit être une source d'inspiration, ça ne doit pas être une source de crainte. Et certainement que Didier Lacroix serait bien aligné avec cette phrase avantage à l'attaquant. C'est ça. Un immense merci. Christophe. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. On parlera de stratégie de rémunération variable. Voilà, merci encore à tous de votre fidélité. Merci bonne journée. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.